Au-delà de l'actualité, madame, monsieur, merci de nous suivre. Nous recevons encore ce soir un spécialiste des questions diplomatiques, un habitué de l'émission, monsieur Joseph Nkoy. Bonsoir. Bonsoir madame Gisèle, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette grande chaîne. Je leur dis infiniment merci de leur intérêt accordé à notre émission. Alors merci d'être toujours disponible pour éclairer la lanterne sur les sujets qui touchent la diplomatie. Comme je vous l'ai présenté tout au début, vous êtes spécialiste des questions diplomatiques. C'est moi qui vous remercie de la confiance que vous faites à l'endroit de ma petite personne. Alors, la diplomatie agissante, on en parle là, c'est un terme qui est vraiment, qui est beaucoup plus appliqué, hein, utilisé chez les Congolais, chez les politiques, par rapport au président de la République, Tshisekedi, qui pour certains fait une diplomatie agissante. Nous allons en parler ce soir. Monsieur Joseph Nkoy, quel est l'apport ou l'impact de cette diplomatie? Beaucoup disent que les chefs voyagent beaucoup. Alors, vous allez essayer de nous éclairer. Qu'est-ce que les pays gagnent par rapport à cette diplomatie, étant que spécialiste? Tout d'abord, l'actualité, puisque c'est au-delà de l'actualité, l'accord Rwanda-Grande-Bretagne, on en parle par rapport aux migrants, les migrants de la Grande-Bretagne qui devront, selon cet accord, trouver refuge au Rwanda, et la RDC, en République démocratique du Congo, on voit un danger. Monsieur Joseph Nkoy, quelle analyse vous faites par rapport à cet accord? Merci beaucoup, madame Gisèle. C'est une question de portée internationale et cela mérite une compréhension beaucoup plus solide, si je dois le dire, une compréhension qui permette à ce que tous les téléspectateurs qui n'ont pas des assises particulièrement dans l'international de comprendre de quoi il s'agit, particulièrement dans cet accord entre la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et le Rwanda. Le Royaume-Uni a conclu, comme nous l'avons suivi par les voies de médias, un accord avec le Rwanda qui porte sur la gestion des migrants au Royaume-Uni. Toutes les personnes qui sont en situation irrégulière au Royaume-Uni, au lieu d'être maintenues, au lieu d'être placées ou gardées sur le territoire britannique, il y a un accord qui voudrait, ou cet accord voudrait que ces gens soient transférés, soient gardés sur le territoire rwandais. Bon, sur le plan international, cela a soulevé un certain nombre de préoccupations. Il y a ceux qui pensent que c'est un accord qui vient remettre en cause les principes de la protection des droits humains. Et voilà. Certains autres pensent que, étant donné que c'est pas pour la première fois que nous avons assisté à pareil accord, cela ne dérange en rien les faits que les deux États décident de pouvoir conclure cet accord. Il y a en Europe, il y a eu déjà un accord dans ce sens, et le Royaume-Uni avait intéressé le Rwanda et le Ghana dans ce sens. Seulement que le Ghana avait décliné cette offre-là, et c'est le Rwanda qui a accepté. Et les gens disent que cet accord causerait ou présenterait un danger à la République démocratique du Congo. C'est vrai aussi. Au fait que le territoire rwandais est si petit qu'il ne saurait accueillir tous les migrants en situation irrégulière au Royaume-Uni, et que Paul Kagame va donc déverser ces gens sur le territoire congolais. Je pense que c'est une lecture qui est au moins pointue, une lecture moins logique. C'est-à-dire quoi, monsieur Joseph Nkoy? Ça veut dire, le Rwanda c'est un État, c'est un pays souverain.
On ne peut pas interdire au Rwanda de pouvoir conclure un accord avec un pays, allant dans le sens de rendre plus étroit leur collaboration, renforcer leurs liens. Il ne faut pas que nous puissions politiser, il ne faut pas que les Congolais que nous sommes, nous puissions politiser cet accord-là. Il ne faut pas vouloir penser que les migrants qui viendraient du Royaume-Uni vont descendre sur le territoire rwandais. Mais par rapport à l'histoire entre les deux pays frontaliers, le Rwanda et la République démocratique du Congo, par rapport au passé, il y a de quoi craindre les dangers, craindre l'afflux de ces réfugiés vers la République démocratique du Congo. Non, madame, si on doit toujours commencer à juger le fait actuellement suivant l'histoire, nous n'allons pas évoluer. L'histoire enseigne, monsieur Jean. Nous n'allons pas évoluer, pourquoi? Parce que les rapports avec le Rwanda hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. La manière de gérer les relations avec le Rwanda hier, c'est pas de la même manière que cela est en train d'être observé aujourd'hui. Donc il faut pas vouloir mettre la charrue devant les bœufs. Le Rwanda, c'est un pays souverain, la République autant, et il faudrait pas vouloir prendre les choses dans un angle politique et penser toujours les choses de manière négative. Donc c'est de manière brève ce que je peux dire. La République démocratique du Congo est là, que les Congolais sachent que c'est le Rwanda qui a conclu l'accord avec le Royaume-Uni, ça n'engage en rien la République démocratique du Congo, et l'accord signé entre les deux États produisant les effets relatifs, donc ça ne produit que les effets entre le parti, entre le Rwanda et le Royaume-Uni. On ne voit pas à quel niveau on ferait intervenir la République démocratique du Congo. Nous ne devons pas politiser les choses, voir les choses de manière optimiste. Mais par rapport à cette utilisation, la diplomatie ne peut pas intervenir, c'est-à-dire par rapport à la crainte de la République démocratique du Congo, peut-être il faut qu'une diplomatie se joue entre les deux pays au regard de cette situation. Bon, vous voulez que la République démocratique du Congo intervienne en quelle qualité? L'accord est conclu entre deux États souverains. La République démocratique du Congo n'y est pour rien. Vous voulez que les autorités de la République interviennent? À quel niveau? Et pour quel intérêt? Elle ne pourrait intervenir que si jamais, lorsque nous constatons l'exécution de cet accord-là avoir des effets collatéraux sur les territoires congolais, c'est à ce moment-là que... Vous attendez d'abord, on attend d'abord les dangers, que les dangers arrivent. Ben oui, nous ne pouvons pas déjà à ce niveau dire qu'il y a un danger, dès lors que ce sont les choses qui sont en train d'être faites par les États qui sont territorialement et politiquement souverains. Donc, il ne faudrait pas que les choses soient toujours analysées dans un angle politique et vouloir à tout polémiquer. Donc, il faudrait être beaucoup plus... Mais tout au début, vous avez dit que le Royaume-Uni avait d'abord proposé au Ghana. Mais oui, le Ghana... Alors vous, le Ghana avait refusé. Bon, je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles les autorités ghanéennes avaient décliné cette offre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le Rwanda a accepté. Le Rwanda a mordu à l'hameçon. Bon, vous voulez que l'on dise pays qui sont, il a quand même accepté. Non, madame, au Rwanda, nous avons pratiquement 12 millions ou 14 millions d'habitants. Bon, par rapport au territoire, est-ce qu'il y a déjà flux, il y a déjà densité démographique qui ferait à ce que l'on ne puisse plus accueillir d'autres personnes ou qu'on ne puisse pas accueillir des migrants? Non. Donc, faudrait être technicien pour comprendre cela. Il faudrait aussi ne pas être subjectiviste pour voir tout dans un sens négatif. Faut pas comprendre les choses comme tout le monde. Il faut pas que les Congolais puissent voir le Rwanda comme un ennemi éternel, non. Voilà, nous recevons ce soir M. Joseph Koy. Il est spécialiste des questions diplomatiques. Avec lui, nous parlons de l'apport l'apport de la diplomatie dans le développement d'un pays. C'est déjà une question. Qu'est-ce que la diplomatie apporte dans le développement d'un pays? Madame Gisèle, c'est une question qui doit être traitée avec beaucoup plus de technicité, une question qui doit être expliquée avec tous les détails possibles pour que l'ensemble des Congolais qui sont ici
ici qu'ailleurs puissent comprendre c'est quoi la diplomatie, qu'est-ce que la diplomatie actuellement amène dans les développements d'un État. Bref, quelle est la place de la diplomatie dans le développement d'un État? Madame, il faudrait comprendre que nous sommes actuellement dans le cadre de la mondialisation, dans le cadre de la globalisation. Cela veut dire les États sont en train de se rapprocher davantage. Les États sont en train de vivre de manière étroite. Les relations sont créées du jour au lendemain entre les États, avec pour finalité de créer une sorte de mise en commun, des deux intérêts, créer une sorte de base qui soit profitable à tous les États. À ce jour, nous ne pouvons pas envisager le développement de la République démocratique du Congo sans une diplomatie qui soit assez forte. Peut-être que les gens ne comprennent pas c'est quoi la diplomatie. La diplomatie ne se résume pas seulement dans le sens de négociation, qui est un sens beaucoup plus restreint, mais la diplomatie aujourd'hui est comprise comme l'élément catalyseur, l'élément de base, l'élément substantiel du développement d'un État. Parce qu'en fait, pendant le cas de notre pays, la République démocratique du Congo a un certain nombre de ressources naturelles, un certain nombre de richesses que l'on ne trouve pas ailleurs. Et comment est-ce que nous pouvons faire pour finalement arriver à valoriser ce que nous avons? Nous sommes obligés de pouvoir contacter d'autres États, d'autres organisations internationales. Exactement, c'est pour l'intérêt de la population. Parce que il y a des citoyens qui pensent que la diplomatie actuellement, prenons celle de l'actuel régime du président Tshisekedi, dit bien c'est une diplomatie qui ne profite qu'au président de la République. C'est l'impression que ça donne, parce qu'il y a eu tant de voyages, mais au finish, est-ce que la population a gagné? Est-ce que ça a eu de l'impact sur le vécu quotidien de la population? Madame, la diplomatie voudrait d'abord que l'on puisse créer ce qu'on appelle réseau diplomatique. Le réseau diplomatique, c'est le système diplomatique qui définit la gestion de relations avec d'autres États. Ce réseau diplomatique doit correspondre aux intérêts de l'État donné. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Il faudrait savoir déjà que chaque président a sa politique diplomatique, chaque président a toujours sa façon de voir les choses sur le plan international en fonction, bien entendu, de sa vision. Le président Mobutu avait sa vision diplomatique, avait sa vision, avait sa politique diplomatique, avait sa manière de gérer la diplomatie. Qui était le meilleur par rapport à celle d'aujourd'hui ou comment? Oui, il faudrait dire que nul n'ignore qu'avec le président Mobutu, la République démocratique du Congo avait toute son image sur le plan international. Il n'y a pas eu un État qui n'avait pas d'égard à l'endroit de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que il y avait un réseau diplomatique fort et il y avait, je souligne, des moyens colossaux, des sommes colossales pour asseoir les réseaux diplomatiques au temps de Mobutu. J'ai interrogé l'histoire, je vais en venir. J'ai interrogé l'histoire. J'ai réalisé qu'il y avait une entreprise au Katanga qui était installée et dont les moyens ou les bénéfices que générait cette entreprise-là
n'était destiné que à la diplomatie. Cela voudrait dire qu'on ne cherchait pas que l'on puisse, dans le cadre d'un budget, inclure les fonctionnements des affaires étrangères. À tout moment que les affaires étrangères exigeaient de l'argent, cette entreprise-là donnait des sommes et des sommes qui ne sont pas comparables à ce qui s'est fait aujourd'hui. La République démocratique du Congo, ou disons la diplomatie, demande beaucoup et alors beaucoup de moyens. Si nous pouvons aujourd'hui dire que la France est forte en diplomatie, les États-Unis sont forts en diplomatie, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis en jeu pour la construction de ces réseaux diplomatiques. Voyez-vous. Quand le président Tshisekedi, le président Kabila est venu, le président Kabila a aussi à son tour installé les réseaux diplomatiques qui correspondent à sa vision, qui correspondent à son pouvoir. Mais différent du réseau de... Vous allez vous-même comparer la diplomatie au temps de Mobutu, la diplomatie au temps de Kabila et la diplomatie actuellement. Même au temps du président Kabila. Madame, peut-être que nous ne le connaissons pas parce que le président Kabila lui-même ne s'est déplacé pas assez. Le président Kabila ne voyageait pas autant. Mais je voudrais vous dire qu'il n'y a pas jusque-là un ministre des Affaires étrangères qui a fait autant de voyages comme celui au temps de Kabila. Il n'y en a pas. Okay. Il y avait même, il faut que les Congolais le sachent, un avion affrété pour le déplacement du ministre des Affaires étrangères. Il pouvait venir le matin, le soir il part. Et il ne partait pas main vide. Il partait avec des sommes et des sommes. Pourquoi? Parce qu'on doit construire les réseaux diplomatiques. Et aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, lui-même se déplace. Le président de la République, parce qu'en fait, le président de la République est le premier diplomate d'un État, dans un État. Lui-même peut se déplacer, comme il peut déléguer son ministre des Affaires étrangères. Mais pourquoi les deux aussi, s'il vous plaît, les deux aussi peuvent marcher ensemble. Parce que c'est le président de la République qui a la vision diplomatique. C'est le président de la République qui donne de lignes au ministre des Affaires étrangères. Ça ne doit pas non, ça ne doit pas étonner les autres, ça ne doit pas être un sujet de polémique lorsque le président de la République lui-même voyage ou lorsqu'il s'est fait accompagner de son ministre des Affaires étrangères. Le peuple congolais pense que lorsque le président de la République se déplace, il y a... des millions ce sont des millions. Oui, ça c'est vrai. Le déplacement d'un chef de l'État coûte toujours à la République. Seulement que l'on doit comprendre que entre le déplacement des autorités vers l'étranger et ce que ces déplacements ou leurs voyages peuvent rapporter est toujours disproportionnel. Ce qu'ils rapportent est toujours plus que ce que l'on dépense. Je le parle, je le dis, je le voyage qu'a effectué le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel a rapporté beaucoup d'argent, c'est ça? Écoutez, madame, ce que la République démocratique du Congo peut gagner des voyages du chef de l'État, c'est pas forcément l'argent en liquide. C'est pas forcément ça. Il faudrait d'abord voir ce qu'a été l'image de notre pays sur les plans internationaux au temps du président Kabila. Nous ne devons pas nous voiler les choses. On n'est pas en train de dire que tel était diable et que tel autre est saint, ou tel est saint, tel autre est diable. Il faudrait analyser les choses de manière objective. Nous avons suivi et nous l'avons constaté que pendant un long moment, notre pays était isolé diplomatiquement. Notre pays ne présentait presque plus un climat de confiance, de crédibilité qui puisse amener d'autres États à
collaborer avec la République démocratique du Congo, qui puisse amener des institutions internationales, particulièrement les institutions financières internationales, de collaborer avec la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, on s'y rassure et l'on le constate que avec le dynamisme du régime actuel sur le plan diplomatique, il y a le reniement de contact avec d'autres États, il y a le reniement de contact avec d'autres organisations internationales et la création de contacts avec d'autres États qui autrefois... Vous voulez dire quoi, étant que spécialiste sur les questions diplomatiques, que la RDC est sortie de son isolement? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons mis en place un climat de confiance. La RDC est maintenant crédible sur le plan international. Aujourd'hui, la RDC peut aussi de savoir sur le plan international et être entendue. Ce qui n'a pas été le cas il y a quelques années. Il faut reconnaître le mérite du président actuel avec son ministre des Affaires étrangères particulièrement. Il faut reconnaître les efforts qui sont en train d'être consentis. Je ne dis pas ici que le président Tshisekedi enseigne tout ce qu'il fait est louable, mais il faut dire que sur le plan international, il y a de quoi l'on peut se réjouir de l'activisme du président de la République. Mais beaucoup s'attendaient peut-être après ces voyages, après ces contacts, Madame Gisèle, le pays, Madame Gisèle, venir au pays. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Et que la population va palper du doigt. S'il vous plaît. Ce que le peuple doit comprendre, ce que nous devons tous comprendre, parce que il nous revient l'obligation en tant que technicien à la matière, en tant qu'homme de médias, de pouvoir dire au peuple congolais ce qui est la vérité et dire au peuple congolais ce qui arrivera, que d'être rallié à des discours vains. Le président Tshisekedi est en train de travailler. La diplomatie, de par sa nature, ne produit toujours pas un résultat immédiat. Que le Congolais combien de temps? Parce qu'il y a aussi un problème de mandat. Non, ça dépend. S'il vous plaît, lorsque le président Tshisekedi travaille, lorsqu'un président travaille, il ne travaille pas forcément pour que tout ce qu'il fait soit exécuté pendant son quinquennat. Il le fait, s'il y a des accords qui peuvent être exécutés pendant son mandat, eh bien ces accords seront exécutés. Mais s'il y a ceux qui seront exécutés après son mandat, il n'y a pas de problème. C'est la République qui reste bénéficiaire. Le problème, c'est quoi? Il y a un contraste entre ce qui s'est fait, réellement, l'intérêt que cela peut apporter, et ce qui s'est dit à la cité. Nous avons une population qui a un problème de communication. Et c'est à nous les hommes de médias, comme je le dis, qui avons cette charge-là de dire la vérité au peuple congolais. Nous ne devons pas toujours montrer la face diable du président ou des autorités, mais aussi dire des biens, le bien qu'ils font ou qu'elles font ces autorités. Le problème, c'est quoi, Madame Gisèle? Nous avons deux leaders qui se disent opposants, mais malheureusement, au lieu que l'on puisse s'opposer aux idées, on s'oppose plutôt aux individus. Ce qui ne fait pas avancer la nation. Il faudrait que l'on dise ce que le président doit faire ou ce que les autorités doivent faire, que de pouvoir verser dans des critiques subjectives. Nous avons vu les gens qui ont insulté, je dis insulté le président Kabila, les gens qui l'ont critiqué à fond, mais c'était pourquoi? C'était pour qu'à leur tour ils accèdent au pouvoir. J'ai vu des gens qui se sont fait élire
Mais pourquoi? Parce qu'ils ont critiqué le régime. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que, en critiquant subjectivement le régime, ils attirent la sympathie du peuple. Et ils sont en train de détourner en fait l'attention du peuple. Il faudrait que le peuple puisse y comprendre que nous avons cette responsabilité d'accompagner les autorités, accompagner le chef de l'État dans le cadre du mandat que nous lui avons confié. Nous avons confié un mandat au président de la République. Le président de la République n'est pas un dieu. Le président de la République n'est pas un ange. Il est un humain. Il a besoin du soutien de tous. Mais quand ça marche pour pas, que ça marche. Toi et moi, nous ne pouvons pas croiser le bras et attendre que la main ne puisse y tomber. Dans la marche d'un État, tout le monde, commençant par le président de la République jusqu'au dernier citoyen, chacun a sa part de responsabilité. Et il ne faudrait pas attendre que le président fasse ceci pour qu'on dise, bien voilà, il a échoué. Qui perd? C'est nous, peuple. Alors, les gens, madame, s'il vous plaît, je vais y revenir. Les gens nous ont trompés. Ils ont montré que ce sont eux qui aiment la population et se sont fait élire députés et consorts. Mais aujourd'hui, on tourne les dos à la population. Ce que nous, petits peuples, nous devons comprendre. Nous devons accompagner les gens qui ont la gestion de la République, les accompagner dans leur vision et puis attendre les résultats à la fin du mandat. Où est-ce que la place de la diplomatie dans le développement j'en viens. D'un État, c'est ça notre thème, monsieur Joseph. Voilà, je reviens là. Ma question alors, voilà. Où est-ce que notre diplomatie est en train d'aller? Voilà. Madame, il était question, lorsque, qu'il me soit permis de citer son nom, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a été nommé comme tel, comme ministre. Il lui était assigné par le président de la République la charge de pouvoir analyser la situation générale des affaires étrangères. Et comment devait-il s'y prendre? C'est notamment par la convocation de tous les corps diplomatiques, tous les ambassadeurs, tous les chefs de représentation, tous les chefs de mission et consorts. Il y a eu, en février de cette année, la conférence diplomatique. Pour non seulement balayer, nettoyer les personnels diplomatiques, mettre les gens qui comprennent la vision du chef de l'État, ce qui concerne la diplomatie, mais aussi définir les nouveaux paradigmes de la diplomatie, la diplomatie du développement ou la diplomatie économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons sur les territoires congolais, je le dis, un certain nombre de richesses. Et il faut maintenant que les représentants de notre pays, les ambassadeurs notamment, puissent comprendre qu'ils ont la charge de pouvoir montrer au monde extérieur que la République démocratique du Congo a ceci et nous voulons mettre, ou nous voudrions que nous puissions mettre en place une collaboration plus étroite, des mécanismes qui nous permettent d'exploiter ces richesses et qu'à notre tour, nous puissions gagner en termes de liquide. C'est ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, notre diplomatie est axée sur le développement de la République démocratique du Congo. Vous trouverez actuellement que dans toutes les ambassades, le ministre des Affaires étrangères est en train de faire en sorte que nous puissions avoir un conseiller économique, ce qui n'était pas le cas autrefois. Ce conseiller économique va plus travailler sur le secteur économique
qui permettent à ce que nous puissions valoriser ce que nous avons, permettre à ce que les initiatives privées que publiques puissent avoir une image sur les plans international. Faire en sorte que nous puissions présenter au monde extérieur, aux investisseurs, aux opérateurs économiques que, en République démocratique du Congo, nous avons mis en place un climat de confiance, de crédibilité, et nous avons telle richesse, nous avons telle autre, nous pouvons collaborer pour que notre pays puisse avancer. Voilà. Oui, la paix sera toujours là. Il y a des efforts qui sont visiblement en train d'être consentis et les effets sont aussi visibles. C'est dans ce sens-là, c'est sur cette ligne-là qu'aujourd'hui nous voyons les efforts du président de la République et son ministre des Affaires étrangères être tournés. Donc la diplomatie de notre pays est aujourd'hui l'élément du développement de notre pays et cela est déjà visible et ça restera ainsi. Même si aujourd'hui nous ne pouvons pas voir les intérêts comme on le veut bien le voir, mais demain après demain nous vivrons cela. Même si toi et moi nous ne vivons pas cela, mais nos enfants, nos arrière-enfants, on peut dire ça, vont voir cela, ou vont vivre les effets, vont vivre les intérêts de cette diplomatie. Alors, M. Joseph Coy, nous avons terminé avec cette question de faire un peu une différence entre la diplomatie et la politique extérieure. Il faut dire que les deux termes marchent toujours de pair. La politique étrangère porte essentiellement sur les choix des autorités et la diplomatie, c'est la mise en exécution de cette politique étrangère. Voyez? Donc, il n'y a pas une bonne diplomatie, qui nous soit préalablement assise sur une bonne politique étrangère. Les deux sont complémentaires, les deux sont indispensables. La politique étrangère marche avec la diplomatie marche avec la politique étrangère. Donc je voudrais dire que la diplomatie, c'est la mise en exécution de la politique étrangère. Merci, M. Joseph Coy. Merci, Madame Gisèle. Je voudrais dire un dernier mot à l'endroit du peuple congolais qui est en train de me suivre. Mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo, notre pays, a, pendant le moment, traversé des difficultés énormes. Aujourd'hui, nous sommes sur la voie du redressement, la voie de décollage, la voie d'un nouveau rayonnement, la voie d'une nouvelle image de notre pays sur les plans étrangers. Nous ne devons pas verser dans le subjectivisme, nous ne devons pas considérer que ce que les présidents font est mauvais et ce que l'on nous dit sur la rue, c'est ce qui est bon. Nous avons le devoir, en tant que citoyens, de pouvoir accompagner les présidents de la République, accompagner les autorités, pour que demain après demain, nous puissions vivre les retombées ensemble. Ceux qui pensent ou ceux qui nous font croire qu'ils peuvent faire mieux que ceux qui sont là sont en train de nous tromper. Considérons que ceux qui sont là font ce qu'ils peuvent faire, qu'on les accompagne. Si jamais ceux qui pensent qu'ils peuvent faire mieux, arriver un jour à faire quelque chose, à accéder au pouvoir, nous allons les accompagner, mais évitons de cultiver la haine, évitons de suivre les hommes de la rue qui par ailleurs sont en train de nous tromper, ne faisant pas la politique comme il se doit. Mais il faut aussi accepter les critiques. Hein, les critiques doivent être objectives et non subjectives. Merci, M. Joseph. C'est moi qui vous remercie, madame. Vous êtes spécialiste des questions diplomatiques. Avec vous, nous avons développé le sujet de la place de la diplomatie dans le développement d'un État. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Au prochain numéro, au revoir.